Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Quel voyageur n'a jamais rêvé de tout plaquer pour partir sillonner les routes du monde dans un van aménagé? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable présenté par Floqueo. Dans le monde du tourisme durable, une objection est de plus en plus faite à ce mode de vie et de transport. Les vannes sont de gros émetteurs de CO2 et donc en apparence pas très durables. Alors pour en savoir plus, quoi de mieux que de discuter avec celles et ceux qui vivent la vie en van aménagée au quotidien. Aujourd'hui nous sommes avec Juliette et Wilfried, deux jeunes voyageurs partis depuis janvier 2021 explorer les routes de l'Europe à bord d'un van des années 90 totalement réaménagé. L'occasion pour nous d'en apprendre plus sur ce mode de vie qui nous fait tous rêver et surtout de savoir si oui ou non le voyage en van aménagé est compatible avec le tourisme durable. Bonne écoute à vous. Bonjour. Bonjour Élise. Bienvenue dans ce podcast. Alors la première question que j'aimerais vous poser c'est qui êtes-vous, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce voyage en van? Alors donc moi c'est Juliette, j'ai 26 ans. Moi c'est Wilfried, j'ai 26 ans aussi. Après nos études, on a tout quitté pour partir voyager en sac à dos pendant 8 mois. Ensuite, on est rentré en France pour travailler 1 an. Et suite à ça, on a monté le projet avec le van, qu'on a mis quelques mois à rénover. Et ensuite, on est parti sur les routes depuis plus d'1 an et demi maintenant. C'est ça. Ok, donc ça fait depuis 1 an et demi que vous voyagez à bord de votre camping-car, donc de 1992. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix du camping-car vintage? Disons que le van vintage c'était un moyen d'avoir un véhicule moins cher et surtout avec une mécanique simple, donc qui était facile à réparer un peu partout dans le monde. Et on a choisi notre Hummer de 1992 parce qu'on trouve que dans les véhicules vintage comme ça, dans les camping-cars vintage, c'est les plus beaux en soi, les plus pratiques aussi. Donc on s'est tourné vers un Hummer de 1992. Je comprends, c'est vrai que c'est plutôt stylé. Maintenant, si on parle de votre voyage, donc vous êtes parti de France, là vous êtes en Turquie. Est-ce que vous aviez un itinéraire de prévu quand vous avez décidé le voyage ou ça s'est fait comme ça au fil de la route? Alors nous, on est parti de France très rapidement puisque c'était pendant le Covid. Donc on est allé directement en Italie, ensuite on est passé par la Grèce, on est allé en Bulgarie, en Roumanie, en Bulgarie à nouveau pour passer la frontière jusqu'en Turquie. En fait, on n'avait pas vraiment d'objectif ni d'itinéraire précis, ça s'est fait vraiment aussi avec le Covid, avec le passage des frontières qui était plus ou moins facilité. Et là, la Turquie, c'est le point où on ira le plus à l'est, ensuite on va revenir dans l'autre sens. Ok, c'est un beau parcours à travers l'Europe. Sinon, comme je disais en introduction, pour certains, voyager en van, ce serait incompatible avec le tourisme durable car très polluant, d'autant plus quand le véhicule est vieux. Donc vous êtes ici aujourd'hui pour en parler et puis pour partager votre expérience à ce sujet. Qu'en pensez-vous, tout simplement? Pour nous, on estime que voyager en van, c'est pas du tout plus polluant dans l'ensemble. Disons que oui, on a un vieux véhicule qui, en effet, pollue peut-être un peu plus qu'un véhicule moderne. Au niveau de l'essence? Au niveau de l'essence seulement, en fait. Mis à part ça et le gaz qu'on utilise pour se faire à manger, pour se doucher, se chauffer, etc., c'est les seuls postes de pollution, on va dire, dans le véhicule, sans compter notre consommation personnelle. Et souvent, en fait, avec notre véhicule, on est amené à moins rouler, en fait, parce qu'on on va pas vite, de par le gabarit du véhicule et puis le confort de la conduite qui est quand même plus mis à mal. Donc c'est vrai qu'on roule moins en termes de kilomètres et on roule moins vite aussi. Et souvent, on est amené à rester plusieurs jours sur un même endroit. Oui. Et oui, quand on est installé du coup sur un spot nature à un endroit, en fait, dès qu'on a éteint le moteur, on n'a plus que le gaz qui émet une empreinte carbone en fait, parce que l'électricité elle est produite par les panneaux solaires et dès qu'on bouge plus en fait, on ne pollue plus tant que ça en fait. Et il faut aussi savoir que c'est la seule chose qu'on possède, c'est notre véhicule mais aussi notre maison. Donc comparé à un mode de vie traditionnel où il peut y avoir 1-2 voitures, une maison, on consomme moins de ce côté-là. C'est sûr que par rapport à des gens qui vont voyager en vélo ou à pied, par exemple, un van, effectivement, ça consomme plus que utiliser les transports en commun ou avancer en pédalant sur son vélo. Après, par rapport à un mode de vie traditionnel, pour nous,
Nous, on estime qu'on consomme déjà beaucoup moins, déjà rien que pour l'aspect de l'eau. On avait vu que c'était une personne classique en France consommait 150 litres d'eau par jour par personne à peu près. Là où nous, dans le camping-car, on a une réserve de 80 ou 100 litres d'eau qu'on garde en fait pour 3-4 jours, on va dire, parfois un peu plus. À deux. Donc forcément, on se limite un peu plus en eau et de ce côté-là, on consomme moins. On a une façon de consommer qui est totalement différente. On va prendre des douches moins souvent. On porte nos vêtements plus souvent parce que on fait moins souvent des machines à laver. Quand on fait la vaisselle, c'est vrai qu'on consomme beaucoup moins d'eau parce que c'est une ressource qui est précieuse. Et ça, on s'en rend pas du tout compte en France quand on vit dans une maison où on a accès à l'eau potable couramment. Et aussi notre manière à nous, dans le camping-car, de réduire encore notre consommation ou notre empreinte carbone, on va dire, c'est d'utiliser des produits qui ne sont pas chimiques, qui sont des produits ultra simples et naturels, du savon de Marseille ou du vinaigre blanc pour le ménage, etc. Parce que c'est vrai qu'on a une réserve de cuves d'eau sale. Alors en France, en Italie, c'est très bien fait. Il y a des systèmes pour évacuer l'eau sale où l'eau est traitée, pour pas polluer. Mais à partir de la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie, ça n'existe plus. Hein. Enfin, ouais, donc, à part si on va dans les campings tous les jours, donc on est souvent amené à devoir laisser notre eau comme ça. Donc c'est vrai qu'on fait très attention aux produits qu'on met dedans pour pas venir polluer les sols sur lesquels on est. Je trouve qu'en vivant en van, on est vachement plus conscient de l'environnement dans lequel on vit. C'est tout bête, mais quand on roule, on voit beaucoup de déchets, par exemple, sur les spots où on est aussi. Et on le sait, hein, de toute façon, même en France, hein, les déchets, même s'ils sont pas dans les rues, ils sont envoyés dans d'autres pays, etc. Donc ça renforce un peu cette conscience écologique qu'on avait déjà, de constater vraiment le mal qu'on a déjà fait tous. Hein. Et également aussi, je trouve qu'en van, on a vachement plus conscience des intempéries ou aussi du réchauffement climatique, parce que c'est vrai que dans certains pays, maintenant, les températures en été, elles sont très élevées. Et nous, en étant en van, on le ressent aussi parce que, le van, les murs, c'est du papier carton, quoi. Donc, s'il fait moins 10 dehors, il fait froid dedans, et s'il fait 40 dehors, il fait 50 dedans, quoi. Donc ça, on le ressent vachement plus que quand on avait une maison avec, par exemple, un chauffage ou une clim. Ouais. On est beaucoup moins protégé de tout ça. Ok, c'est bon à savoir. Puisque là, donc, on est en train de parler de tourisme durable, on va aussi donc continuer à parler des piliers, on va dire, plus sociaux et économiques. En quoi, d'après vous, est-ce que la van life vient s'inscrire dans ces piliers ? Par exemple, est-ce qu'elle va faciliter la rencontre avec les habitants, la consommation de produits et de services locaux, etc. Alors oui, pour nous, ça s'inscrit totalement dans cette lignée-là, puisque comme on est en van, en fait, on est libre d'aller où on veut et on peut aussi aller là où le tourisme traditionnel, par exemple, qui utilise les transports en commun ou qui fait uniquement les sites touristiques, vont aller. Donc nous, on peut aller, par exemple, je sais pas, tout en haut d'une montagne perdue, au fin fond d'un village qui est pas du tout connu, où le tourisme ne vient pas du tout. Et en ça, on va aussi venir... chercher des gens qu'on ne verrait pas forcément, et puis il faut aussi prendre en compte que le fait qu'on bouge peut-être lentement, mais on bouge beaucoup, et quand on bouge aussi parfois, on s'installe un petit peu à semi-long terme, entre guillemets, sur des endroits, donc ça permet aussi de mieux s'intégrer à l'environnement local. Enfin, c'est arrivé plusieurs fois où on a rencontré des gens qui nous ont invités à venir boire un thé avec eux ou à manger avec eux parce qu'on était resté un peu plus longtemps sur un spot et qu'on faisait partie un peu du décor, on va dire. Quand vous dites que vous restez un peu plus longtemps que d'habitude sur un spot, ça peut être combien de temps en général ? En général, c'est 4-5 jours. Ça peut être plus si on s'y sent vraiment bien, jusqu'à une semaine. Et après, des fois, par contre, quand on est pressé ou qu'on doit avancer sur l'itinéraire, je sais pas, à cause de la météo, à cause d'un passage de frontière ou quoi, là, on est amené à rester qu'une nuit. Mais c'est vrai que nous, c'est plutôt rare en soi. On trouve que c'est moins confortable de rester peu parce que ça laisse peu le temps de profiter au final des alentours parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire. Et comme on dit, pour faciliter les rencontres, généralement, il vaut mieux rester plusieurs jours sur un même endroit, comme ça les locaux commencent à s'habituer à à notre voir, présence. Voilà, etc. Et c'est vrai que ça débloque des choses qu'on a remarquées qui sont moins faciles quand on reste peu de temps. Ça crée aussi beaucoup plus d'occasions de se rapprocher des gens, de discuter, de rencontrer. De voir leur quotidien. Souvent, quand on est
posé dans un endroit nature, par exemple, on voit le berger qui vient plusieurs fois par jour avec son troupeau, qui passe juste à côté du camping-car. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on verrait pas si on était dans un hôtel, par exemple. On est vraiment au cœur de la vie locale. Et également, pour la consommation, c'est vrai que, par exemple, si on va dans des restaurants ou des petits boui-boui dans des villages, c'est de l'argent qu'on va mettre, du coup, dans une économie locale. Dans une économie locale, plutôt que d'aller dans une grande enseigne de restaurant, par exemple. Nous, notre façon de consommer, c'est vraiment de faire des marchés, d'acheter des légumes, des œufs, du fromage, de l'huile sur les marchés, et après d'aller en supermarché pour compléter ce qui nous manquerait. Du PQ, par exemple. Oui, voilà. Mais disons que dans l'alimentation, on essaie de manger le plus possible local, donc en achetant sur des marchés, et aussi en mangeant quand même assez souvent dans des petits restos de bord de route ou même en ville, enfin des petits restos plutôt locaux. C'est ce qu'on cherche. On cherche les endroits où les gens qui vivent quelque part vont manger, parce qu'on estime que du coup ils ont la connaissance de savoir où les choses sont bonnes, etc., et où c'est plus local aussi. Donc de ce côté-là, oui, on essaie de faire attention à ça aussi. Ouais. Ouais, puis du coup aussi, si j'ai bien compris, vous êtes sur des lieux qui sont pas forcément toujours touristiques, donc vous rencontrez plus facilement peut-être des restaurants, des endroits où vont les locaux. Ouais, c'est ça. Maintenant, on va passer à la partie de l'épisode où je vous pose des petites questions rapides auxquelles il faut répondre en quelques mots si vous pouvez. La première, ce serait vos tops de la vie en van, ce que vous préférez. Alors, vraiment, les tops, et ce qui fait que ça nous fait autant vibrer, je pense, c'est l'aspect liberté qui est incroyable. On peut aller où on veut, quand on veut, rester où on veut. Si on a envie de rester une semaine, un mois, on peut. Si on a envie de juste rester un jour, si on a envie de voir telle chose, on peut. Ça, c'est vraiment le point positif d'être nomade. Oui, puis il y a l'aspect autonomie aussi. Là, je vais être plus spécifique sur le véhicule, mais le fait de pouvoir avoir son eau, son électricité, d'être autonome en énergie, entre guillemets, ou du moins d'avoir des ressources sur assez long terme, c'est hyper confortable pour justement tout ce que vient d'expliquer Juliette. Ouais. Et c'est très satisfaisant de se dire, là, on peut être perdu au milieu de la montagne, mais on va pouvoir cuisiner comme si on était à la maison, dormir confortablement, prendre une douche si besoin, et se chauffer s'il fait froid. Enfin, on est vraiment au niveau autonomie. Libre et autonome. Libre et autonome, c'est ça. Et maintenant, à l'inverse, quels seraient vos flops de la vie en van ? En flop, on dirait que déjà, d'un côté, c'est un peu plus difficile de maintenir une certaine routine. Disons qu'on a une routine qui s'installe, mais c'est pas une routine vraiment traditionnelle. Enfin, par exemple, j'ai un exemple, c'est le sport. On a un peu de difficulté à faire du sport comme on ferait habituellement à cause de différents lieux ou les conditions qui changent en fonction de l'endroit où on est. C'est tout bête, s'il pleut pendant une semaine, on peut pas faire de sport, quoi. Enfin, si, on pourrait, si on était vraiment motivé, mais sous la pluie, c'est pas forcément agréable. Des fois, on est sur des parkings avec des voitures autour de nous, donc c'est vrai que c'est un peu malaisant de sortir et de faire son sport comme ça au milieu de tout le monde. Donc c'est vrai que niveau routine comme ça, il faut toujours prendre en compte l'extérieur, en fait. Même si on est chez soi à l'intérieur, on est toujours dans un environnement où il y a des gens autour, il se passe des choses, on n'est pas chez nous sur un terrain où on contrôle les éléments extérieurs. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'il faut savoir que du coup, vu qu'on vit en van, on est H24 ensemble, et c'est aussi important d'avoir un espace et du temps pour soi, chacun de son côté. Donc en soi, vu qu'on est tout le temps ensemble, ça peut être un peu plus compliqué de temps en temps. Ouais, on s'entend bien heureusement, mais et on arrive à se laisser chacun son espace et son temps. Ouais, soit dans le camping-car, soit à l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte pour les gens qui ont vraiment un grand besoin d'indépendance, etc. On est vraiment tout le temps ensemble. On vit tout à deux, en fait. Et j'imagine que maintenant, depuis le temps que vous êtes partis, vous devez avoir pas mal d'anecdotes à raconter. Est-ce qu'il y en aurait une que vous aimeriez nous partager ? Qu'elle soit drôle, inspirante, une galère qui vous est arrivée, une belle rencontre, un moment marquant, peu importe. Oui, une petite anecdote drôle. Une fois, pour faire le plein d'essence, Wilfried a mis de l'essence au lieu de mettre du diesel dans le camping-car. Ce qui peut arriver parfois, ouais. Pas souvent, mais du coup, heureusement, il s'en est rendu compte très vite, donc on s'est immobilisé, puis bon, on a pu faire la vidange, etc. Donc il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai que sur le coup, quand même, ça nous a bien fait rire. Après, on a eu pas mal de petites galères mécaniques, mais qui nous ont jamais vraiment bloqués pendant très longtemps.
Des fois, on a le gaz ça nous est arrivé quand il faisait moins 15 dehors. Le gaz qui gèle, donc le gaz, ça nous fait le chauffage. Donc du coup, c'est un cercle vicieux, quoi. On peut plus, Plus de gaz, plus on de peut chauffage. chauffer le camping-car, donc on peut plus réchauffer la bouteille de gaz. Donc là, on est dans le froid Et on subit le froid. et on subit là, ouais, clairement. Ouais, j'imagine, ça doit pas être évident forcément. Bon courage. Et après, on a fait plein de, on a fait plein de rencontres pendant notre voyage et beaucoup de rencontres significatives pour nous, significatives, pardon. Très importante dans notre vie, ouais, clairement. Et on pense par exemple au Immergang, donc c'est notre modèle de véhicule, et on était donc 4 véhicules Identique. 4 couples avec un projet de voyage un peu similaire au nôtre, où on a passé plusieurs mois ensemble, et c'est vrai que c'est des rencontres qui nous ont marqués. Enfin, maintenant, c'est devenu des amis, et on pensait pas du tout en voyage pouvoir créer des liens aussi forts comme ça. Tout est plus intense, et c'est vrai que on sait très bien que quand on va rentrer en France, la première chose qu'on va faire, c'est aller les voir, Clairement, ouais. et c'est trop cool, quoi. Et je peux rajouter aussi une dernière rencontre parce qu'elle a été aussi très importante pour nous, c'est Timmy et Duygu qui sont Duygu qui est une femme turque et Timmy un homme allemand, c'est un couple qu'on a rencontré en Turquie à Adana, avec qui on a passé plus de 10 jours à découvrir la ville et à faire un festival qui avait organisé dans la ville. Et on est vraiment resté 10 jours ensemble sans vraiment se séparer, et on a vécu des super bons moments. Et là, on est encore en contact avec eux par les réseaux sociaux. Même ça a débouché sur des opportunités de travail aussi. Ouais. Enfin voilà, on a vraiment créé un lien fort avec eux, et pareil, on sait qu'on les reverra parce que eux sont amenés à voyager et nous aussi. Et c'est là qu'on se rend compte que on vit dans un petit monde aussi, parce que quand on voyage, on sait qu'on va pouvoir se recroiser dans d'autres endroits, quoi. C'est ça. Et là, le retour en France, est-ce qu'il est prévu ou c'est pas encore d'actualité? Alors, le voyage, le retour en France est prévu pour fin juin, début juillet. Donc c'est très bientôt, là. Donc c'est très bientôt. Mais on compte pas se séparer du camping-car dès qu'on rentre. On va le garder parce qu'on va vivre dedans pendant qu'on sera en France. On va se promener un peu en France aussi. Et en fait, on va préparer un nouveau projet qui sera de partir en Asie pour travailler. Donc on se séparerait du camping-car, mais on irait vivre en Asie pendant 1, 2, 3 ans, on sait pas trop encore. L'idée, ce serait de travailler et d'être installé là-bas. Mais on hésite aussi à garder un peu le van et partir en Espagne Aussi, ouais. et au Maroc, donc pour le moment, on sait pas trop encore. Mais on sait qu'on va continuer de vivre dedans en France, puisque c'est notre chez nous, et ça nous permet d'éviter de payer un loyer, par exemple. Mais peut-être qu'on préparera un mini-projet avant de partir en Asie, qui sera de repartir un peu en camping-car en Espagne, au Portugal, au Maroc, on sait pas trop encore. Ok, bon bah l'aventure continue. Est-ce que vous avez un message à faire passer, un mot de la fin, peu importe? Oui, nous, en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est que il y a vraiment pas qu'une seule façon de voyager, même en van. Chaque personne qu'on a rencontrée a une façon différente de voyager. Et je trouve que c'est important de comprendre et d'identifier ce qu'on aime dans le voyage pour que ça soit un moment agréable et fort aussi, parce que si on va chercher par exemple à visiter plein de choses alors que au fond ce qu'on aime c'est être dans la nature, on va pas Profiter du voyage comme on devrait en profiter. donc c'est ça, il faut savoir doser aussi le rythme, parce que souvent quand on commence la vie en van, on a tendance à vouloir aller très vite. C'est ce qu'on a un peu fait quand on est arrivé en Italie, nous, quand on a commencé à voyager. On voulait bouger un peu tous les jours, visiter plein de choses, etc. Et on s'est très vite rendu compte que nous, ce qu'on aimait plus, c'était voyager tranquillement, se poser sur des spots, profiter un peu du beau temps, de la vie, des rencontres, plus que visiter plein de choses tous les jours. Ouais. Mais ça, c'est notre façon à nous de voyager, et il y a plein de façons de voyager différentes. On connaît des gens qui préfèrent aller vite et voir plein de choses, d'autres comme nous qui préfèrent pas. C'est ça, il faut trouver son rythme et expérimenter le voyage en van life. C'est vraiment une expérience et on le recommande à tout le monde qui a la possibilité de le faire. Et où est-ce qu'on peut vous suivre pour suivre toutes vos aventures, la fin du voyage en Europe, et puis la suite? Alors, sur Instagram, Juliette s'occupe du compte Instagram Wilsfried, où elle poste des photos et où elle fait des publications chaque semaine aussi sur ce qu'on fait et ce qu'on découvre et les gens qu'on rencontre. Et il y a aussi la chaîne YouTube, pareil, du même nom, Wilsfried. Donc c'est WHEELSFREED. C'est ça, où je poste une vidéo toutes les 2 semaines environ sur nos découvertes, nos expériences et notre vie en van. Ok, du coup vous donnez des astuces, j'imagine, pour
aménager un van, peut-être un peu de bricolage, etc. Oui. Aménager, non, parce que nous, il était déjà opérationnel. Par contre, on a refait un peu de déco et on l'a rendu plus autonome. Et après, on donne un petit peu des astuces sur comment cuisiner en camping-car ou sur notre ressenti et notre expérience. C'est ça. Et est-ce que vous avez, pour toutes les personnes qui nous écoutent, des partages de ressources, de livres, de vidéos, de comptes Instagram, de comptes YouTube, de films, peu importe, qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé pour votre départ et votre vie en van et que vous aimeriez partager? Alors, on réfléchit parce que du coup, nous, on avait été inspirés par Greg Zoué sur YouTube, qui avait la même marque de véhicule que nous, donc c'est pour ça aussi qu'on a fait ce choix-là. Donc c'était notre référence à nous au début. Ouais. Après, on a beaucoup regardé les vidéos sur YouTube de voyage, avec ces comptes un petit peu qui font rêver, qui donnent envie d'aventure, et ça, c'est vraiment ce qui nous a donné envie de partir. Et après, on s'est rendu compte que entre les images qu'on nous montre et la réalité aussi du quotidien et du voyage avec les galères, c'est vraiment différent. Après, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de comptes qui désacralisent un peu la van life, où c'est tous les jours des grandes étendues d'herbe, où tout se passe bien, etc. Et il y a plus de voyageurs qui partagent leurs galères, leurs ressentis réels et tout ça. Et ça nous inspire aussi beaucoup parce que ça nous fait relativiser sur nous, que tout n'est pas tout rose tous les jours. Non, en vrai, y a beaucoup de petits comptes, en fait, ce serait compliqué de... Ah si, il y a un livre, le livre c'est Nous rêvions tous de liberté, qui est un livre qui parle d'aventure à tout petit budget, et donc c'est l'aventure d'adolescents qu'on suit et qui vont partir en road trip à moto. Bon, l'histoire est un peu... romancé ? Non, pas du tout, un peu trash, mais ça donne l'idée que en fait partir à l'aventure ça peut être fait avec n'importe quoi et qu'on n'a pas forcément besoin d'un gros budget si on veut, et que même les gens qui n'ont pas le moyen par exemple d'acheter un van ou quoi, on peut toujours partir en autostop, avec un sac à dos, dormir chez des gens, voilà. Si on a envie d'aventure, il y a quand même toujours moyen de pouvoir la vivre à petit budget aussi. Super, merci beaucoup pour toutes ces ressources, hein. On mettra tout ça comme d'habitude dans la description du podcast. C'est l'heure déjà de terminer cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir transportés au cœur de votre escapade européenne. Je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs ont trouvé aujourd'hui leur dose d'inspiration voyage en van. Chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à les mettre en commentaire et à les poser directement à Juliette et Wilfried sur leur réseau qu'on va vous mettre également. Je vous souhaite une très très bonne journée et en attendant le prochain épisode, comme d'habitude, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.